Putain, ouais. Salut à tous, c'est Ben, pour cette 21e émission de la Prolonge avec trois invités de Clap. Salut à tous, c'est Ben, ravi de vous retrouver pour cette 21e émission de la Prolongue avec trois invités de marque aujourd'hui que je suis très content de retrouver. Après quelques semaines d'absence, la Prolongue, c'est parti. Alors cette semaine au programme, comme d'habitude, on va commencer par les coups de cœur et les coups de gueule. On parlera très brièvement des championnats européens avant de faire un assez gros focus sur ce qui s'est passé en Ligue 1 ce week-end, notamment avec le Classico, qui a ému, je pense, Ah, Mounir. vas-y, Comment laisse-moi ça va, tranquille. Mounir? Comment vous allez les autres? Allez, répondez les gars. Allez-y. Du coup, comment allez-vous, Julien et Guillaume? Vous avez passé un bon Moi, ça week-end? va personnellement. Au top, franchement, ça s'est très bien fini, un dimanche soir très bien. Ouais, en tout cas, moi, avant d'entamer les coups de cœur et les coups de gueule, je voulais envoyer vraiment un petit coup de cœur à Mounir qui finalement a eu le courage de venir faire l'émission avec nous. Donc on te remercie. Ben, en parlant de coups de cœur et coups de gueule, ben, on va commencer directement. Hein. Guillaume, je vais te laisser entamer pour nous dire ce qui t'a marqué toi cette semaine. Alors moi, pour mon coup de gueule, coup de cœur, pardon, je suis parti en Italie évidemment puisque je regardais l'Inter Milan, forcément étant supporter. Ils ont joué contre Parme et l'Inter Milan qui avait battu Dortmund plus tôt dans la semaine en LDC, ben là a été plutôt catastrophique en concédant un nul. De partout, mais ce qui a plutôt posé problème sur cette belle équipe de Parme, c'est que ce sont les buteurs, ce sont des anciens de Ligue 1, donc c'est Gervinho et Yann Caramo, prêtés d'ailleurs par l'Inter, qui n'a pas célébré son but, qui ont sorti deux matchs, très très gros matchs. Donc voilà, je voulais leur rendre hommage à ces deux anciens joueurs de Ligue 1. Bon, un qui a marqué plus que l'autre, hein, puisque Caramo à Bordeaux, il a plus marqué les chichas et la boîte que les buts au match-mut, mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir de les voir au niveau. Gervinho qui a annoncé à Lyon, non? Non, je rigole. Oh putain. Avec Rudy Garcia, pourquoi Du coup, pas. Guillaume, t'avais autre chose à nous raconter ou pas? Après, on avait un coup de gueule commun avec Vas-y, Julien. bah tu sais quoi, on va laisser en Julien parler. développer. Ouais, moi c'est aussi en Italie du coup, et c'est une ancienne figure aussi de la Ligue 1. Figure bien connue puisque assez atypique. Je voulais parler de Franck Ribéry qui a pété son câble, je sais pas, lors du match entre la Fiorentina et la Lazio. Il a littéralement bousculé plusieurs fois l'arbitre assistant. Enfin, on aurait dit qu'il s'est cru, je sais pas, dans la cour d'école ou dans son quartier, je sais pas. Enfin, c'est dommage parce que jusqu'ici, il effectuait quand même une belle prestation. Il avait mis 2 buts, une passe décisive au mois de septembre. Enfin, plutôt pas mal. Et là, il a craqué un peu. Enfin, je trouve ça dommage. Ouais, Du coup, il a plus 3 matchs. Ouais, 3 matchs. Ouais. Ben, on vous invite, hein, ceux qui nous écoutent, à aller voir la vidéo. Elle est un peu partout sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est une réaction un peu incompréhensible et je te rejoins totalement. Mounir, je crois que toi, tu avais plutôt un coup de cœur concernant une équipe qui a pris une grosse raclée ce week-end en première ligue. Ouais, heureusement que tu précises en première ligue. On parle de Southampton qui a pris 9-0 Incroyable. contre Leicester. Après cette raclée, les joueurs de Leicester ont pris une initiative. Ils ont décidé de donner leur salaire à la fondation du club. Du coup, moi, je lance un appel à l'Olympique de Marseille. Bounassar, Camara, Hiroki Sakai, Germain, Kevin Strootman. Il m'a donné le 11 Ouais, titulaire. toute l'équipe en fait. Soyez solidaires et donnez votre salaire. Regardez-moi dans le blanc des yeux et dites-moi que vous l'avez mérité ce week-end. Allez le donner votre salaire. Putain de merde. Allez, on passe à la Ben suite. écoute, tu finis sur un ton un peu, ben, c'est le ton d'un coup de gueule. Hein. Moi, je vais enchaîner avec le mien, assez rapide, et j'ai l'impression qu'on se répète un peu tous les ans. On fait même plusieurs fois le constat chaque année, c'est par rapport au rendement des clubs français en Coupe d'Europe. Rien que si on prend la semaine dernière, alors bien sûr Paris est l'exception, mais on voit que Lyon est plutôt dans le dur. Anthony Lopez qui nous avait pas habitué à des bourdes de la sorte qui amène Lyon à une cruelle défaite. Lille qui va sûrement finir dernier de son groupe, et en Europa League j'en parle pas, c'est catastrophique. Rennes qui perd à domicile contre Cluj dans un match dantesque.
Saint-Etienne qui fait un partout à domicile contre un piètre club ukrainien. C'est Oleksandria, si je le prononce bien. Ouais, c'est ça. Je me suis un peu entraîné, les gars. Magnifique. Et bon, après, voilà, comme je dis, ça date pas de cette année. On parle souvent du niveau de la Ligue 1. Est-ce que c'est un reflet de tout ça? Mais moi, ce qui me chagrine le plus, c'est que tous les ans, aux alentours du mois de mars-avril, on voit que les clubs se bagarrent pour se qualifier pour ces coupes. Et j'ai l'impression que certains, après, lorsqu'ils y sont, soit ils jouent pas le jeu, ou soit ils sont complètement ridicules. Et c'est ça qui me chagrine un peu. En tout cas, c'est pas un coup de cœur, mais c'est quelque chose, une anecdote qui m'a marqué ce week-end. Je sais pas si vous avez vu passer ça, les gars. C'était de la D2 allemande. C'était le match, c'était Kiel qui recevait Bochum. Et je sais pas si vous avez vu, moi j'avais jamais vu ça de ma vie. Il y a un attaquant de Bochum qui fait une frappe croisée. Et juste derrière le but, il y avait les remplaçants de Kiel qui s'échauffaient. Et le gars, le ballon, il allait sortir. Et il le contrôle pour le rendre à son gardien. Sauf qu'en fait, il était dans la surface. Du coup, l'arbitre, il allait voir la VAR et ça fait penalty. Du coup, c'était incroyable. J'ai jamais vu ça. Et c'est plutôt cocasse, mais bon, je le mets quand même dans la catégorie un peu de coup de cœur parce que Kiel, ils l'ont quand même emporté 2-1, sachant que l'attaquant de Bochum, il a converti le penalty. Donc moi, c'était une situation que j'avais Ça, c'est pas mal, putain. Ouais, franchement, j'avais jamais vu ça. Donc voilà. Ben, fin de cette rubrique coup de cœur, coup de gueule. On va enchaîner, alors, comme je l'ai dit au début, assez rapidement avec un très très rapide tour d'Europe. Guillaume, je vais te laisser un peu commencer, mais si t'en as parlé un peu dans ton analyse juste avant du match de l'Inter. Je sais que t'as un peu vu. Qu'est-ce que t'en as pensé, outre les faits marquants que tu nous as parlé? C'est ça, une équipe de l'Inter très remaniée, mais avec mixte titulaire et remplaçant. Face à une belle équipe de Parme qui est une équipe assez joueuse en Serie A, qui possède de très bons joueurs comme Gervinho notamment, ou encore Yann Caramo, qui en Serie A font de belles prestations d'ailleurs, et mais du coup l'ont bien fait encore contre l'Inter, en menant pendant 60 minutes, puisqu'ils menaient 2-1, avant que Lukaku marque d'un poil de cheveux par rapport à la VAR pour égaliser. Une prestation bien terne de l'Inter, bien différente de ce qu'ils avaient proposé face à Dortmund, mais je pense que c'était plutôt logique au vu de la fatigue, du match un peu piège, etc. Malgré tout, c'est dommage pour eux parce qu'ils pouvaient prendre la tête de la Serie A, parce que tu vas en parler toi, Ben. Il y a une autre rencontre qui s'est passée en Serie A où le leader n'a pas gagné, où l'Inter aurait pu prendre sa place, mais malheureusement ne l'a pas fait. C'est une occasion ratée parce qu'on sait que les occasions comme ça ne se produit pas beaucoup. Donc voilà, un match plutôt terne, plutôt faible. Voilà. Mais qui finit malgré tout au sentiment sur 4 buts. Ouais, c'est vrai. En tout cas, Guillaume, le match que tu parlais, je pense, c'était Lecce-Juventus. Mais par rapport à l'émission d'aujourd'hui, on va plus se concentrer, moi en tout cas, par rapport au derby de la Ruhr en Allemagne que j'ai regardé ce week-end. C'était samedi après-midi. Plus intéressant, je pense. Schalke-Dortmund. Je vais juste introduire mon propos en vous sortant une stat qui est que Benjamin Stambouli n'a jamais perdu de derby de la Ruhr. Donc voilà, comme quoi tout peut arriver. Alors en tout cas, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match? Alors globalement, c'était un match moyen. Au commentaire, il y avait Jean-Pierre Papin là qui disait vraiment que c'était un match moyen et j'étais d'accord avec lui. Parce que pourquoi? Il y avait peu d'occasions franches, donc globalement c'est un 0-0 mérité. Mais c'était un derby avec une énorme intensité, on sentait de la tension, les deux équipes étaient motivées comme jamais. Dès l'entrée du match, Schalke a fait un gros pressing, notamment au milieu de terrain. Après, moi, je voulais parler un peu de certains joueurs que j'ai bien aimé regarder. Côté Schalke, il y a Matondo qui est, je sais pas si vous connaissez, c'est un jeune gallois là, ailier. C'est un jeune, c'est un jeune, c'est un 2000. C'est un jeune ailier, c'est une fusée, il est très bon dans les espaces. Et par contre, son petit problème encore, et je pense que c'est un peu lié à sa jeunesse, il pêche un peu dans la finition. En première mi-temps, il se retrouve en 1 contre 1 face au gardien de Dortmund et il le loupe, il se précipite un peu trop. Donc voilà ce que j'ai noté, un très bon joueur, je pense qu'il y a beaucoup d'avenir. Côté Schalke, toujours Salif Sané, très solide, qui était ancien joueur de Bordeaux puis de Nancy, qui aurait pu être récompensé, et je pense qu'il a eu l'occasion la plus franche du match sur un corner. Il voit sa tête échouer sur la barre. Côté Dortmund, alors j'ai trouvé Marco Reus fantomatique, Götze trop intermittent, même s'il a réussi à trouver Sancho dans les petits espaces, et Sancho c'est vraiment le joueur, moi vous le savez très bien ici, c'est un joueur que j'adore particulièrement, et c'est le seul qui a amené un peu de folie dans ce match qui en manquait beaucoup.
Donc c'était un match intéressant de par son enjeu, parce que chaque fait aussi un bon début de saison. Mais finalement, je pense que les deux équipes se satisfont un peu de ce 0-0, parce que c'est un score totalement logique au vu de la physionomie du match. Mais c'était quand même intéressant à regarder par rapport à la dramaturgie d'un événement comme ça. On va passer à la Ligue 1, les amis, parce que je sais qu'on a regardé des matchs ce week-end. Julien, j'ai donné la parole parce que le premier match qui avait lieu de ce week-end de Ligue 1, c'était Nantes-Monaco. Et je crois que tu as regardé ce match avec l'homme en feu en ce moment du côté de Monaco. Oui, juste si je peux me permettre avant de clôturer sur l'Europe, moi je voulais juste faire un petit big up aussi à l'américain Pulisic qui a mis un triplé avec Chelsea. C'est quand même la recrue star de Chelsea qui a la lourde tâche de remplacer Eden Hazard. Voilà, face à Burnley, le mec il a mis son triplé, un but de pied droit, un pied gauche, un de la tête. Donc je voulais juste souligner ça avant de parler de la Ligue 1. Du coup, je me suis fait Nantes-Monaco. Ben Yedder, voilà, encore là. Hein. Je sais pas si il m'a écouté il y a 2 semaines, mais en effet, il continue à enchaîner les buts. 9 buts en 9 matchs. Hein, c'est une belle performance. Il est là. Et puis voilà, saluer que Monaco qui remonte aussi au classement. Mine de rien, il jouait le deuxième qui est Nantes. Donc c'est à saluer la prestation de Monaco qui remonte petit à petit. Après, sinon, dans ce match, il n'y avait pas grand chose d'intéressant à se mettre sous la dent une fois qu'il y a eu ce but. Mais non, voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus sur ce match finalement. Ouais, moi, pour tout te dire, je l'ai pas regardé. Hein, j'étais sur la route pour être honnête et j'écoutais à la radio. Et c'est vrai qu'il y a eu un litige par rapport parce qu'il aurait pu mettre un doublé. C'est ça, il y avait un litige sur un but. C'était très bizarre apparemment. Ouais, ils sont revenus sur un hors-jeu qui avait eu 30 secondes avant. Enfin, apparemment, c'était vraiment bizarre. C'était pas très clair cette histoire. Personnellement, au début, j'ai pas trop compris pourquoi il avait pas validé le but. Mais bon, voilà, ça change pas la physionomie du match, donc on va pas en tenir compte. Mais... Ouais, et puis de toute façon, si on commence à parler des polémiques de la VAR, je pense qu'on pourrait en faire un sujet chaque semaine. Avant de parler du Classico, moi je vais vous faire un bref retour sur Lyon qui recevait Metz. Un week-end réussi pour moi parce que Lyon a enfin regagné en Ligue 1. Metz qui était quand même devant Lyon au classement avant ce match. Lyon n'avait plus gagné depuis le mois d'août. Alors, Andersen et Adélaïde, étaient titulaires au coup d'envoi. Traoré était écarté du groupe. C'était des choix de Garcia. Alors d'ailleurs, petite parenthèse, heureusement que j'étais pas là les émissions précédentes parce que j'ai même pas envie d'aborder le sujet Garcia, qui a fait d'ailleurs une très belle dédicace aux supporters marseillais. Je pense que Mounir, ça lui a donné du grain à moudre, il a bien dû rigoler en voyant ça. en tout cas, il avait instauré Depay capitaine et je sais pas si c'est ça qui lui a donné des ailes, mais en tout cas il a été très incisif. Il est récompensé par un but qui est très beau, je sais pas si vous l'avez vu là à la 28e minute. Il prend le ballon aux 40 mètres à peu près dans l'axe et il se le fait vraiment tout seul. Il élimine 3 joueurs, il croise bien sa frappe, 1-0 pour Lyon. On sait que ce joueur est capable de ce genre de fulgurance et bien sûr le problème est toujours sa régularité. Ensuite, Lyon obtient un penalty très généreux sur un centre, Depay, encore lui qui se fait bousculer dans la surface. Alors moi j'estime qu'il peut y avoir faute, mais c'est vrai que les arbitres les sifflent très souvent, celle-là notamment c'est sur des situations de corner. Mais c'est comme ça. Ce que j'ai trouvé plutôt classe, c'est que Depay il a laissé à Dembélé. Je pensais qu'il allait le tirer. Ouais. Moi, quand j'ai vu penalty, je me suis dit tiens, doublé de Depay. Il a laissé à Dembélé qu'il a converti son 7ème but de la saison du coup. Mais au-delà de ça, alors un Metz bien trop timide. J'avoue que je regardais aussi un peu ce match parce que j'étais curieux de voir jouer Habib Diallo. Mais il a été trop esselé et assez peu servi au final. Ensuite, en deuxième mi-temps, il a failli avoir un but exceptionnel de Dembélé, où Dubois déborde sur la droite, il centre. Et je sais pas si vous avez aperçu, mais Dembélé fait une reprise en extension et il fait le coup du scorpion. Mais le gardien de Metz l'arrête, en tout cas c'était un très beau geste. Mais voilà, Dembélé aura pesé quand même, mais Depay aura été le meilleur lyonnais sur le match. Il a même été oublié par Dembélé à un moment dans la surface, il y avait un 2 contre 1 et Dembélé, je pense, il a pêché d'individualisme. Mais en tout cas, la victoire est là, Lyon se rassure, mais c'était quand même un match plutôt agréable à regarder. Mais c'était timide comme je l'ai dit, mais il tire quand même 16 fois, même s'il cadre que 3 frappes. Mais c'était insuffisant pour stopper Lyon qui se relance, à voir les prochains matchs avant la trêve et les prochains matchs de Ligue des Champions. Donc voilà, je pense que maintenant, on va pouvoir aborder le match bien sûr qui occupait toutes les pensées ce week-end.
C'était le classico. Mounir, justement, merci Mounir, pour cette j'étais en train de émission. penser On à se toi, retrouve la semaine sincèrement. prochaine. Je me disais qu'on t'avait pas vraiment entendu depuis le début de l'émission et je voulais savoir un peu ce que tu avais pensé de ce match, Quelle de ton point de vue de surprise. supporter marseillais. T'as déjà le Pas souffle du aux lèvres, tout, hein, hein. je l'entends là. Alors, avant le match, tu vois, moi comme tous les supporters de l'OM, je me suis dit, ouais, on a Pipa, Benedetto, un peu de Grinta, on a Camara, Mandanda qui est chaud. Mandanda, il y a moyen de nous tienne le 0-0 jusqu'à ce qu'on ait une petite occasion miracle. Tu vois, je rêvais un petit peu, hein. Et là, 10 minutes avant le match, Julien m'envoie un premier message. Il m'écrit « Courage !» Tu vois, au moment où il m'écrit, je m'attendais pas à... Parce que Julien, tu vois, des fois, il me dit de la merde. Donc je me suis dit, ouais, ça se trouve, c'est un bon signe. Bon, bah, Julien, tu peux jouer au loto, tu peux faire ce que tu veux. En tout cas, tu vas gagner. Première mi-temps, horrible. D'abord 5 minutes de bon pressing où on se dit que l'OM va peut-être gêner le PSG. Germain qui loupe une première occasion toute faite, hein, pour une fois qu'on arrivait à passer à travers Thiago Silva. Ouais, voilà. Et il loupe l'occasion et derrière, bah, c'est simple, ça devient un véritable festival. Mbappé, il devient un Mbappé que j'ai rarement vu comme ça en fait. Icardi, un véritable massacre après sa tête loupée sur Mandanda. Il se relève, il retape la balle comme un vrai attaquant devrait le faire. Donc en gros, il nous massacre. On se fait massacrer par Mbappé, puis par Icardi, l'un à la suite de l'autre. Que dire, hein, il nous tabasse. Mbappé fait une performance level Ligue des Champions, level Real Madrid, Barça, tout ce que tu veux. Derrière, bah, on a quoi? On a Bounassar qui revient jamais. On a Camara qui s'amuse à faire des déclarations d'avant-match en disant qu'on a nos chances, mais qui est le premier à baisser la tête quand il y a le premier but. Ah mais attends Mounir, excuse-moi de te couper 2 secondes, hein, on parlait d'Mbappé tout à l'heure, mais en parlant de Camara, moi je veux justement te parler d'un truc en parlant de déclaration. Je sais pas si t'as vu, il a déclaré que sur le but d'Icardi, il aurait entendu Oui, un bien laisse. sûr, bien sûr. Donc qui sous-entend Tu sais, que Jeanne d'Arc, Icardi... il a aussi des voix, hein. Chacun son truc, hein. Laisse. Non, mais surtout Camara, il est pas sur la même planète que nous. Enfin, je sais pas si vous avez entendu la déclaration qu'il dit avant le match, où il connaît tous les joueurs du PSG, Ouais, et que tout le monde les prend à ouais, FIFA. Enfin, grosse déclaration il de s'est cru dans un foutisme, jeu hein. vidéo, Laisse Camara, tomber, hein. c'est- Lui, tu vois, quand il déclarait ça, je me suis dit, putain, il est surmotivé. Il va nous faire un match d'anthologie. Bah, j'ai pas eu tort, hein. Il a fait un match d'anthologie, mais franchement dégueulasse, hein. Mais horrible. C'était anthologiquement mauvais, hein. C'était horrible. Et pourtant, Camara, je le défends tout le temps, hein. Il y a le FC Jules Koundé sur Twitter. Moi, Camara, je le défendais H24, hein. Mais après ce match, tu peux plus rien dire. Tu peux plus rien dire. Il était atroce, il était abominable, mais heureusement pour lui, bonne nouvelle, c'était pas le seul. Sakai était nul à chier. Hein. Côté gauche, il assurait ces derniers temps. Ah, le pauvre. Là, il était zéro. Il a pas vu la balle. Laisse tomber. Ah, Une autre planète. Di Maria, le pauvre. Ah, il a littéralement parlé Face à chinois. Di Maria, il a Di souffert. Maria lui a fait danser à Putain. Zumba, hein. C'était terminé. Hein. Di Maria. Après, Di Maria, il est en Ah, feu, là, quand même. c'est vrai que 3 passes, il a fait 6 passes décisives en 2 matchs. 3 face à Bruges et 3 là encore face à l'OM. Le mec est C'est incandescent. horrible. C'est horrible. Alors, mais Sakai mauvais, Bounassar atroce, qui remonte et qui redescend jamais. Après, à ce qui paraît, c'était une consigne du coach de jouer un bloc haut avec un gros pressing. Moi, je salue l'attention, c'est-à-dire en gros, on vient pour frapper le PSG au Parc des Princes. Mais s'il te plaît, après 1-0, tu comprends comme quoi tu dois reculer. Donc, ok, le coach il a dit de faire ça, mais les joueurs ils sont censés être assez intelligents pour comprendre qu'il faut reculer au bout d'un moment, que Mbappé il va plus vite que tous les joueurs de Ligue 1, qu'il va plus vite que les 3 quarts des joueurs en Europe. S'il te plaît, sois pas con, Bounassar, avec ton gros front là, t'as rien, Bounassar, t'as rien arrêté. Laisse tomber, hein, c'était Je suis d'accord. atroce. Hein. bah justement Mounir, j'ai vu passer aujourd'hui, Bounassar, enfin, j'espère que tu j'ai l'as jeté entendu un œuf. même que... Non, pas du tout, c'est que j'ai entendu que Marseille était venu, les consignes étaient, enfin ouais, la directive du match c'était de mettre un gros pressing et de derrière jouer le hors-jeu, mais justement ça rejoint un peu ce que tu dis. Quand tu vas au parc et que tu joues le hors-jeu avec des joueurs comme Mbappé, et je ne parle pas même s'il y avait Neymar, tu joues le piège du hors-jeu avec Mbappé, surtout quand t'as des joueurs de qualité comme il y a à Paris dans la relance, tu casses très vite les lignes, et après pourtant, derrière, mais c'est normal que tu prennes l'eau, et tu rentres à la mi-temps avec 4-0 Il y a quand d'autres même. équipes derrière qui sont venues gagner au parc et elles ont montré la marche à suivre. Hein. Strasbourg, quand ils ont gagné contre Paris, ils ont pas joué un bloc haut. Hein. Ils jouaient la Et récupération. là, Reims très basse, récemment, il y contre-attaque, hein. a eu Reims récemment qui avait fait totalement déjouer complet contre Paris en gagnant 2-0 et ça a été. Je
Je pensais que peut-être les équipes de Ligue 1 pourraient s'inspirer de ça et j'ai pas Non, vu une non, équipe qui a pourquoi essayé de. Parce que- En tout cas, au parc. Parce que les joueurs sont cons. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les trois quarts des joueurs ne suivent pas. C'est pourtant évident. Après 3 Puis- visionnages de 3 défaites de Paris, t'arrives à comprendre comment espérer les arrêter. C'est ça. Mais là c'était n'importe quoi. Hmm. Mbappé, tu veux jouer leur jeu avec lui? Quand il démarre, il a déjà 10 mètres d'avance sur toi. Qu'est-ce que tu veux faire? Puis surtout Mounir que pour jouer le piège du hors-jeu, j'ai lu un peu, enfin même si je suis pas forcément un grand joueur de foot, mais il faut quand même avoir des joueurs derrière qui sont un minimum, qui sont intelligents, qui soient coordonnés, etc. Tu veux dire avec Et ça, eux, si hein, tu le ok. mets pas en place, si tu le mets pas en place dès le début de saison, tu peux pas inventer ça la semaine d'un classico et le Clairement. faire le dimanche. En tout cas, on comprend, on comprend, même moi j'arrive à un point, je comprends ta déception. Et t'inquiète pas, Lyon on a pris 4-0 l'année dernière à Paris. Maintenant, je vais demander à Guillaume, lui d'un côté, d'un point de vue un peu plus parisien, qu'est-ce que t'en as pensé? Je sais que, essaie de pas trop nous en faire, Non. mais je sais que t'es très content d'Icardi, je sais que t'es content de, Bah ouais, là, du il y a rendement un de Di trick, Maria, on vient d'en exactement. parler. Et la performance XXL d'Mbappé, je crois que tu t'es même laissé aller en mettant que Ouais, ça, c'est c'était- Zidane, mais ça c'est Évidemment, ça, c'est évidemment. l'anecdote. Tu te chopes, ça va chauffer. c'est l'anecdote, mais Les conclusions hâtives, les conclusions hâtives. mais bon, plus sérieusement, Non, rapidement, qu'est-ce que Évidemment, t'en as c'est pensé? plus pour plus second degré qu'autre chose. Et évidemment, Mbappé n'est pas supérieur à Zidane, faut pas déconner non plus. Hein. Mais pour en revenir, oui, la première mi-temps, mais forcément excellente parce que ils ont très bien joué les coups. Hein, vraiment, c'était une occasion, un but, hein, sans forcément en faire trop. Bon, un demi-temps, par contre, c'était dégueulasse. Hein. Et ça, même Tourelle l'a dit, hein, qu'il n'était pas content de la seconde mi-temps. Où il a carrément dit que les joueurs se sont arrêtés de jouer. Alors que Villas-Boas a dit qu'il était très fier de la deuxième Mais mi-temps de arrête, ses joueurs. ils Mais- ont arrêté de nous frapper, c'est tout. Putain. Et pourtant, Mbappé aurait pu, mais il lâchait sa frappe. Je sais Ah pas ce ouais, qu'il il a a foutu avec son foutu un pied. truc de dingue, hein. Ça se voit, il aime bientôt là. Ça se voit, il voulait pas. Mais sinon, pour en revenir, Verratti qui a été totalement horrible mardi, qui sort une très très bonne prestation au milieu de terrain, qui est excellent, certainement l'un des meilleurs Parisiens avec Di Maria qui fait 3 passes décisives. Di Maria, que veux-tu dire, parfois il fait chier sur son crochet lorsqu'il est à droite et il essaie de repiquer dans l'axe à frapper, ou ses corners rentrent à la con parce qu'il n'arrive jamais. Mais parfois, le mec va te sortir 3 passes décisives comme ça parce qu'il va te sortir la petite patte gauche qui va bien. Et voilà, sur Sakai, le pauvre, le premier but, il fait une feinte de corps. Sakai, il est parti avec les ultras du Paris Saint-Germain. Di Maria, il a pu s'entrer tranquillement. Et voilà, et ensuite Icardi, qui est efficace comme jamais. 15 ballons touchés dans le match, c'est 2 buts et une passe D, je crois. Non, je crois qu'il n'y a pas la passe D, mais je crois qu'il y a 2 buts. Non, mais Guigui, je t'arrête. Sachant que donc c'est efficace. Icardi n'est pas un bon attaquant. C'est ça. Camara a dit qu'il a entendu. J'ai. Donc C'est ça. calme-toi. Ah ouais. Non mais Guillaume, plus sincèrement, par contre, alors oui, c'est vrai que Di Maria, c'est quand même un genre de foot, tu sens que le mec il pue le talent, quoi, il fait des choses incroyables. Mais est-ce que, par contre, j'ai une question, est-ce que t'aurais dit la même chose si Cavani avait touché 15 ballons? Est-ce que t'aurais pas dit qu'il participait pas au jeu, etc. Si sur le match qu'Icardi hier, je vais faire que le féliciter, c'est logique. Ouais, mais est-ce que t'aurais pas dit mais il touche 15 ballons, c'est pas bien pour le jeu, etc. Sauf que la différence, c'est que Icardi, ses 15 ballons, il les bonifie tous. Et l'une des premières actions parisiennes, le mec te fait une déviation, elle part à Mbappé qui a une occasion de jeu au bout de 30 secondes de jeu. C'est ça que j'appelle ça. Contre Nice, pareil, le mec joue dos au but, déviation. Di Maria, il a une occasion toute faite. Il bonifie ces 15 ballons, il les a tous bonifiés. Ils sont tous bons, donc il n'y a rien à dire. Donc c'est un mec dos au but qui est là pour la construction, il joue peu. Dans la surface, le mec est présent. Et j'avais vu la stat du coup en Serie A, c'est qu'en carrière, il a 124 buts, 119 dans la surface. Voilà, c'est ça, c'est totalement. Le mec est chirurgical. Le mec dans la surface, il est présent, tu peux compter sur lui. Donc, et là, sur le match d'hier, il n'y a rien à dire. 15 ballons, mais 15 ballons, ils sont tous bons. Donc, ouais, c'est vrai. Mais avant Guillaume, qu'on revienne un peu pour le dernier débat de l'émission sur Mbappé, avant qu'on en parle, je voulais juste savoir si toi, Julien, t'avais quelque chose à rajouter sur le match ou si t'avais des choses qui t'avaient marqué un peu, toi, dans ce classico. Moi, pour nuancer un peu les propos de Mounir, je pense que pardon, je voulais quand même saluer le coaching
de Villas-Boas, puisqu'il fait rentrer Amavi à la mi-temps. Ouais, putain, il se fout de ma gueule encore. Allez. Et voilà, il fait l'hémorragie. Donc, c'est. Je démissionne de Ouais, c'est vrai. podcast. Allez, ciao. Cette année, j'ai eu la chance, le privilège, dirais-je, d'aller au Vélodrome avec Mounir. Oh, laisse-moi. Et j'ai vu Amavi offrir un but à Montpellier. Vas-y, c'est bon là. Je vois Amavi tenir tête à toute l'équipe du Paris Saint-Germain. Enfin, c'est quand même beau. Après, ouais. rajouter de plus. Enfin, vous êtes... Mounir, il va quitter le hangout, le pauvre là. Il est... non, mais moi quand je vois. Non, en tout cas. Pour terminer, plus sérieusement, quand je vois les prestations hier de Mbappé, Icardi, Di Maria, exceptionnelles. Je souhaite juste bon courage à Thomas Tuchel pour ses futurs compos quand il aura Neymar au top, même Cavani, même si je pense qu'il va le laisser un peu de côté maintenant. Moi j'ai déjà mon 11. Moi je sais déjà comment Non mais frère, t'es pas coach en fait. 4-2-3-1. 4-2-3-1. T'es pas entraîneur en fait, c'est ça le souci. 4-2-3-1 il est déjà là, hein. Il y a rien à faire. On verra, mais ça va être compliqué de tous les aligner, d'avoir le rendement actuel avec tout le monde, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, Julien, complètement d'accord. On verra ce que nous réservera Thomas Tuchel lors des prochaines semaines, voire des prochains mois, notamment lors des grandes échéances pour Paris. En attendant, comme on l'a dit, Mbappé autour d'une performance XXL hier soir, énorme depuis son retour à la compétition. Mais on se souvient, à la fin du match de Bruges, il a fait quand même une déclaration qui n'était pas passée inaperçue, en disant au micro d'RMC Sport qu'il avait voulu montrer qu'il était indispensable à cette équipe et à ce 11 de départ. Alors j'aimerais avoir votre avis un petit peu à tous les trois. Est-ce que vous trouvez ça trop arrogant ou est-ce que nous, on va dire en France, je vous donne déjà un élément de ma pensée, est-ce qu'en France on est trop à taper sur les gens comme ça alors qu'on taperait pas comme ça sur un Ronaldo ou un Messi? Je vais te laisser commencer. Mbappé a-t-il un melon? Oui, depuis toujours. Mais après, est-ce que cette équipe peut se débrouiller sans Mbappé? En Ligue 1, sans aucun problème. En Ligue des Champions, il t'en faut au moins 2 de Mbappé pour essayer de la gagner, quoi. Donc il a raison sur le fond. Sur la forme, on demande toujours des joueurs irréprochables et des gentils en France. Donc moi j'aime bien les joueurs comme Zlatan. Et donc du coup, je suis pas contre sa déclaration. Mais oui, il a le melon. Mais c'est bien ça justement, je pense. Oui, c'est qu'il a raison en fait. Tout le monde sait qu'il a raison. Mais effectivement, comme tu l'as dit, en France, on a du mal avec ce genre de déclaration. Donc oui, il a raison, mais il devrait pas le dire. Sauf que tout le monde le pense et c'est un fait, il a raison. Ouais, c'est totalement ça. Et puis Guillaume, avant de te laisser la parole, je vais parler de quelque chose qu'on connaît un peu tous les deux. Si on prend rien que l'exemple outre-Atlantique de l'NBA, parce qu'on suit pas mal de basket, ce qu'a fait Mbappé là à la fin du match de Bruges, c'est quotidien là-bas. C'est ce qu'on appelle un peu, bon même là si c'était plus pendant le match, c'est un peu du trash talking. C'est montrer qui on est, en gros montrer les muscles. Et alors moi personnellement, je donne mon avis avant que tu donnes le tien, Guillaume. Quand t'assumes sur le terrain, moi à partir de là, il y a aucun souci. Si Mbappé il est très bon jusqu'à la fin de saison et que Paris a fait un beau parcours avec des champions, personne retiendra ce moment de Bruges. Et bien sûr, Mbappé il a un melon. Est-ce que c'est du melon? Est-ce que c'est qu'il a un très gros ego? On sait que les gros joueurs, les grosses stars, elles ont un gros ego et ça peut aussi servir dans le monde du foot, qui est le monde du sport même, qui est un monde très individualiste à ce niveau-là. Donc Ronaldo, si on parle de Ronaldo, bien sûr il a un énorme ego aussi, mais personne ne lui reproche. On dit c'est une machine à marquer, c'est une machine dans sa carrière, il calcule tout. Donc je pense que Mbappé, on sait qu'il s'est inspiré de lui. Je pense qu'il y a tout ça là-dedans. En tout cas, Guillaume, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien de sortir, mais du coup, Mounir a sorti l'exemple Zlatan et toi tu as sorti l'exemple Ronaldo. Mais je pense, bon peut-être pas Zlatan, mais Mbappé, je crois qu'il est très fan de Ronaldo. Je pense qu'il me semble qu'en interview il a cité comme un de ses exemples. Mais oui, dans sa photo quand il est jeune, il a pris numéro 7 forcément au PSG, donc et je pense que oui, c'est ça, c'est être une machine de guerre niveau but, prouver qu'à chaque match tu peux mettre des doublés, triplés. Voilà, c'est un peu ça, et sa déclaration et je suis d'accord avec ce qu'a dit Mounir. En Ligue 1, bon, tu sors ça après un PSG Nîmes. Bon là je vais te dire, bon écoute, t'abuses un peu. Mais tu sors ça en LDC alors que t'es rentré en seconde mi-temps à la 50e. Bon là je vais rien te dire, là je vais dire bon ok super chapeau.
Bien joué pour la LDC, il en faut. Il a raison sur la forme, il n'y a rien à dire. Hein. Donc si après Paris fait va loin en LDC, ben, on va pas le retenir. Mais par contre, si ça sort en 8ème comme chaque année depuis un moment, ben, là forcément on va lui dire écoute Coco, t'as dit ça contre Bruges la 3ème journée, tu sors en 8ème, tu es où mon grand? Ben, donc ça va un peu ça va. Quand le PSG sera un peu dans le dur, ça va ressortir. Même quand lui individuellement, il sera dans le dur, ça va leur ressortir ça. Donc il faut assumer sur le terrain. Et pour l'instant, tu veux dire quoi de plus? Le mec est là, le mec est présent. Donc bon. Ouais, mais après on sait que même s'il connaît dans la saison une période où il sera un petit peu plus dans le dur Forcément, individuellement, comme la saison malgré dernière. tout, c'est quand même un joueur indiscutable. Hein. C'est quand même un joueur indiscutable de la rotation. Ah, il est indiscutable. Et je pense pas qu'il sortirait Ah, oui. du 11. Là, c'était juste lié à ses c'est pétances ça. physiques et puis voilà. Bon, en tout cas, je pense qu'on aura l'occasion de reparler de Mbappé forcément et du PSG en Ligue des Champions. Moi, je voulais juste soulever un dernier point là avant de terminer l'émission. C'est que bien sûr, il y a des antagonismes entre Paris et Marseille, mais ce qui prime avant tout, les gars, c'est la fraternité entre personnes de la même nationalité. Benedetto qui like le post de Icardi sur Instagram. On arrête ça, on arrête. Fin de l'émission, les gars. Mais Mounir, c'est fraternité et moi je trouve ça que c'est un beau geste et j'aurais dû commencer par ça dans les coups de cœur. Et du coup, je pense qu'on. Moi aussi, j'avais une petite anecdote que j'ai vu passer une stat sur Twitter. Ça n'a rien à voir avec PSG-OM. On parle beaucoup de la Ligue 1, championnat défensif, championnat horrible à regarder. Et ben sachez, c'est le championnat où il y a le plus de dribbleurs en Europe. Et ça, vive la Ligue 1, la Ligue des talents. Oui, on l'a vu contre l'OM. Je vais clôturer l'émission sur ça. Je vais clôturer l'émission sur ça. La Ligue, les plus grands dribbleurs. Super. C'est en Ligue 1. Génial. Quelle performance. C'est pas Boulinsart qui relève le niveau des dribbles. Hein. Allez. Bon, en tout cas, je pense qu'on va clôturer sur ça. En tout cas, Mounir, tu sais très bien. C'est fait avec tendresse envers toi. Et tu seras le premier à me chambrer quand Marseille va taper Lyon à domicile dans 2 semaines, d'accord? Là, je vais dormir au fond de ma couette, là. Bon, en tout cas, les gars, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver cette semaine. On se retrouvera la semaine prochaine avec vous. Et merci beaucoup d'avoir participé. Ciao. Et puis, je vous souhaite tout simplement de passer une bonne semaine. À tous. Ciao.